Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouadj, je suis journaliste correspondant à Radio Sputnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Serge Espoir Matamba, premier secrétaire du Parti du Peuple uni pour la rénovation sociale au Cameroun. Avec lui, nous allons discuter du déroulement et des résultats des élections présidentielles russes qui se sont tenues du 15 au 17 mars. Par ailleurs, nous parlerons des spécificités de chaque société et du système politique qui lui est adéquat et des relations de coopération russo-africaine. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Serge Espoir Matamba, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Merci pour votre invitation. Bonjour à toute la population malienne, bonjour à tous les Africains qui nous écoutent et bonjour aux Russes qui nous écoutent. Merci, tout le plaisir est pour nous. Alors, Serge Matamba, ça fait quand même plusieurs jours que vous êtes ici en Russie. Vous avez visité pas mal de villes, je suppose. Mais vous tombez quand même dans un contexte qui est assez particulier, qui est celui de l'élection présidentielle russe. Et je rajouterais qui donc arrive dans un contexte international très très tendu. Alors, le processus de vote a pris fin donc dans l'élection présidentielle russe de 2024 et le président Poutine obtient 87,29% des voix après le décompte de 99,75% des bulletins et un taux de participation de 74,22%. Donc, c'est les résultats qui ont été annoncés par la Commission électorale centrale. Alors, question, comme on dit, actualité oblige, comment analysez-vous ces résultats? Et ayant été présent en Russie lors de ces élections, comment jugez-vous le climat général dans lequel elles se sont déroulées, notamment au Donbass, où vous avez passé plusieurs jours? Oui, il faut dire déjà que je pourrais présenter deux tableaux de l'analyse des résultats, pour commencer par là, des élections. Le premier serait sans surprise la réélection du président Poutine. Je dis bien sans surprise parce qu'il fallait s'y attendre. Pour la plupart des Africains, c'était une marche vers la confirmation de quelque chose de précis. Pour la plupart des Russes, c'est démontré que le président Poutine a pu assurer sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan économique et même sur le plan géostratégique. D'où, n'est-ce pas, cette confiance redonnée par les Russes. Maintenant, la surprise, le deuxième plan, c'est la surprise de l'élection. La surprise vient du taux de participation. Quand on a un taux de 74%, on a quand même envie de se poser des questions et de comprendre ce qui n'est pas dit. Et ce qui n'est pas dit, selon moi, c'est cette volonté manifeste de la population de s'exprimer dans un climat de tension mondiale. La population a décidé de donner la confiance à son chef, de dire à son chef, nous sommes avec toi, mais alors ce qu'il faut voir derrière, c'est le fait que la population soit massivement sortie. 74%, c'est pas 29%, c'est pas 20%, c'est pas 10%, c'est pas 50% de participation. Donc le taux de participation ici démontre à suffisance que la population a voulu faire passer un message au monde entier, a voulu faire passer un message à ceux-là qui un matin se sont levés et ont dit nous allons faire tomber la Russie, nous allons faire tomber le chef, nous allons nous allons donner des sanctions à la Russie et qui effondreront, n'est-ce pas, le pays, la Russie. Sauf que on sait aujourd'hui qui sont ceux qui subissent des sanctions, n'est-ce pas, infligées à la Russie. Et on voit que l'économie russe aujourd'hui devient de plus en plus forte. Donc, il y a là l'explication précise du pourquoi
ce vote massif, du pourquoi ce taux de participation important à l'élection russe. Et nous ne pouvons que féliciter le peuple russe pour cette sortie massive, cette liberté d'expression et, pourquoi pas, cette confirmation dans la continuité pour le projet du président Poutine. D'accord, mais qu'est-ce que vous avez observé? Parce que je rappelle que vous êtes aussi propriétaire d'un groupe de médias. Donc, qu'est-ce que vous avez observé? Est-ce que vous avez visité certains bureaux, parlé avec des gens à la sortie des bureaux de vote? Et aussi, lors de votre passage dans le Donbass, les quatre régions qui ont rejoint la Russie, Alors, étaient-ils, les gens qui habitent là-bas, étaient-ils assez enthousiastes à participer avec cette... Alors, il faut noter deux élection? choses. J'ai été invité à prendre part ou à participer à ce scrutin comme homme politique. Mais à côté de cela, le groupe de médias dont je suis le promoteur a reçu des accréditations pour prendre part aux élections. Alors, les équipes de nos médias se sont déployées dans tout, je ne dirais pas sur tout l'étendue du territoire, mais dans des lieux, dans le Donbass, dans la Russie, pouvoir observer, prendre des notes, relayer l'information juste et crédible, parce que vous savez, on souffre d'un problème des désinformations généralisées qui est, n'est-ce pas, un facteur de développement clé de l'Occident. Je dis bien désinformation généralisée. Parce qu'on est habitué à recevoir des informations qui fusent ci et là et qui sont généralement traitées en faveur des positions des Occidentaux. Donc, il était important pour nous et pour nos médias africains, pas seulement les médias dont je suis le promoteur, de venir voir, de venir filmer, de venir prendre du son, de toucher la réalité pour pouvoir le dire aux Africains et au reste du monde ce qui se passe en réalité en Russie et comment est-ce que le processus électoral se déploie. Donc voilà ce qui s'est fait du côté médiatique. Et l'homme politique que je suis a eu, n'est-ce pas, l'opportunité, la chance de visiter plusieurs bureaux de vote. Alors, mon attention a été retenue sur des aspects spécifiques. Le vote des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer vers les bureaux de vote, dont une commission se chargeait d'aller vers eux, à domicile, avec des urnes transparentes pour leur permettre déjà de voter. Le vote électronique qui, ma foi, a eu quelques attaques. On parle de la cyber-attaque infructueuse, bien évidemment, qui a essayé de vouloir perturber, mais je pense que la sécurité, n'est-ce pas, autour de l'élection a fait son job, a fait son travail de maison, comme on dit, et il n'y a pas pu avoir, n'est-ce pas, attaque dans le système électoral. Et puis, le vote des bulletins uniques. C'est-à-dire qu'on avait 4 candidats à l'élection, mais sur les quatre candidats apparaissaient sur une seule fiche. Le bulletin unique, il fallait juste pour le choix du candidat qu'on voulait voter, n'est-ce pas, sélectionner la case du candidat et mettre donc dans cette urne transparente. Je crois que le rapport que j'ai de mes équipes qui sont déployées, qui sont aujourd'hui presque toutes en train de retourner sur Moscou, est très positif. Et ce que moi-même j'ai vu est très positif. L'engouement des Russes à se déplacer pour le vote, la sécurité autour du processus et la sécurité dans les lieux, les bureaux de vote, ça, c'est à féliciter et ça devrait faire tache d'huile. Je crois que plusieurs pays comme les nôtres en Afrique copieront le modèle et en espérant que nous pourrons, n'est-ce pas, garantir une sécurité aussi parfaite pour le scrutin et permettre, n'est-ce pas, une libre expression des citoyens de leur choix de vote dans les jours à venir. D'accord. Et par rapport donc à votre visite dans le Donbass, les gens à qui vous vous êtes adressé, qu'est-ce qu'ils exprimaient comme... Il faut noter que je suis allé dans le Donbass avant l'élection. Et les gens attendaient l'élection comme, vous voyez, comme un boulanger
qui produit du pain et les gens sont en train d'attendre. Comme ces laboureurs qui attendent la pluie, n'est-ce pas, pour lancer les semences. C'est comme ça que, c'est l'impression que j'ai eue des gens avec lesquels j'ai discuté qui attendaient l'élection. Pour eux, l'élection allait être un nouveau point de départ pour ces différentes fédérations, n'est-ce pas, qui font désormais partie de la Russie. Et je me suis dit, mais tiens, je veux bien voir l'après-élection, comment ces personnes, leur joie ne pourra pas s'estomper, mais pourra plutôt, n'est-ce pas, être beaucoup plus bénéfique pour eux, l'élection. Et ce sont des régions, selon les résultats, où Poutine a fait presque 100% des votes exprimés. Oui, ce sont des élections, ce sont des coins pour les chiffres que nous avons. Et puis, du retour que j'ai de mes équipes qui sont sur le terrain, les chiffres parlent. Ça veut tout simplement dire que ces populations, n'est-ce pas, sont fières du rattachement à la fédération russe et ont donc pu s'exprimer librement, n'est-ce pas, dans les urnes pour dire voilà ce que nous voulions, voilà ce que nous avons et voilà où nous voulons aller. Et c'est avec Poutine que nous voulons aller. Alors, je rajouterai juste un détail pour que nos auditeurs le sachent. Le bulletin unique que vous avez évoqué, et c'est un bulletin, c'est pas n'importe quel bulletin, il est sécurisé. C'est un bulletin sécurisé parce qu'il y a un code barre sur le bulletin. Alors, tous les gens qui ont, les représentants en tout cas des autres candidats, dès qu'il y a le dépouillement, il suffit de scanner le code barre et personne ne peut modifier quoi que ce soit. Donc, c'était quand même assez important à rappeler. Et c'est la première fois que ça se fasse comme ça. Bien. Alors, j'aimerais d'abord rebondir encore sur ce que vous venez de dire. Je pense que c'est très important. Vous avez dit que vous, les Africains, en tout cas en général, on a assez de prendre les informations et de relayer comme des vérités, comme de l'argent comptant. Et vous avez choisi vous-même de venir vous enquérir de la situation et du processus électoral et de son déroulement. Mais c'est pas le cas des médias occidentaux. Une très, très, très infime, peut-être, je crois qu'il y a BFM, par exemple, en France, qui est venu. Donc, ces médias occidentaux, notamment francophones, dont la majorité écrasante n'a pas fait le déplacement, n'ont pas attendu les résultats des élections pour parler des fraudes déjà. Ils ont déjà imaginé des fraudes comme ils ont imaginé le plan de Poutine pour arriver jusqu'à Lvov, pour la domination de l'Europe et ainsi de suite. Je ne sais pas par quels moyens ils lisent dans la tête des gens, mais en tout cas, voilà. Donc, ils parlent de la fraude en vue, certainement, nous le comprenons, de les discréditer. Bien. Alors, ma question, qu'en pensez-vous ? Et quel est votre jugement sur les garanties de régularité des élections mises sur place et données par le gouvernement russe et surveillées par la Commission centrale électorale? Il faut déjà, pour faire un petit commentaire, savoir que des médias ont ce qu'on appelle des lignes éditoriales. Et conformément à la ligne éditoriale, ce serait sans surprise, n'est-ce pas, que l'analyse, puisqu'elle n'est plus froide, ou alors le commentaire soit dirigé. Et c'est justement ce que l'Afrique subit depuis plusieurs années, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui se veut beaucoup plus global, multipolaire, et il faut donc sortir de cette dogme selon laquelle l'information venait d'un seul canal, l'information était dirigée par un seul canal, et accepté par tout le reste. D'où la nécessité d'aller sur le terrain, comme ce que nous avons fait, comme ce que nos médias et plusieurs médias africains ont fait pendant cette élection, voir, toucher et donner exactement ce qui se passe. Sinon, on va se fier à ce qui a toujours été dit ou ce qui serait dit par ces médias occidentaux mainstream qui ont, ma foi, quelquefois des très grands moyens et qui réussissent, n'est-ce pas, à faire passer leur message comme si c'était du lait que des gens doivent automatiquement boire. Maintenant, pour revenir sur votre question proprement dite,
je crois que la sécurité autour du processus électoral et le fait de voir les gens se déployer, parce qu'il faut noter que nous, pour moi personnellement, je ne me suis pas fié aux informations du gouvernement. Mhm. J'ai le temps de parcourir les rues et les villes de la Russie. Je discute avec des gens, que ce soit dans mes hôtels ou alors en route, et je prends le pouls de ces gens-là. C'est très important parce que si on se limite à ce que dit le gouvernement, on croira que tout est arrangé d'avance. Absolument. Mais il faut donc discuter avec des gens et comprendre ce qu'ils pensent, ce que ces personnes pensent du processus, comment il est sécurisé, leur apport de façon personnelle, de façon citoyenne. Et à partir de là, on a le pouls. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je peux dire sans aucun doute que aujourd'hui, les chiffres qui sont présentés ne subissent aucune modification de la part du gouvernement pour faire plaisir peut-être aux dirigeants. Mais il faut surtout noter que même quand le gouvernement veut donner des chiffres, on ne voit pas ce qu'on a vu sur le terrain, les populations sortir. Parce que là, on a vu des populations sortir massivement pour aller voter. D'accord. Donc, à partir de là, on peut se dire que quel que soit ce qui sort des bulletins, des urnes, c'est le résultat. Surtout que il y avait les représentants de chaque candidat dans les bureaux de vote. Absolument. Et voilà, et les représentants ont participé et participent à la commission, n'est-ce pas, de promulgation des résultats. Donc là, on est face à un processus qui, ma foi, devrait faire tache d'huile. Mais, comme vous savez, ce qui est bien ne doit pas être ventilé par les autres. Absolument. Donc, il faut forcément le détruire par tous les moyens pour qu'il ne puisse pas faire tache d'huile. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes à cette époque où alors heureusement pour nous, je veux dire, nous sommes à cette époque où nous pouvons toucher, voir et dire ce que nous avons vu et véhiculer le message. D'accord. Alors, dans le même sens de ce que vous venez de développer, je rajoute encore une question sur ça pour essayer de répondre à ces problèmes-là de propagande. Parce qu'en réalité, à un certain moment, je crois que le continent qui le sait le plus et qui l'a vécu dans sa chair le plus, c'est le continent africain. La désinformation et ainsi de suite, les donneurs de leçons, surtout toute chose. Alors, on a les Occidentaux, malheureusement, n'arrivent pas à se soustraire à l'arrogance qui a animé leur politique extérieure, notamment vers le Sud global, donc l'Afrique, qui consiste à dire que leurs modèles, leurs valeurs sont universelles et doivent être appliquées partout, soit par les moyens pacifiques, et si nécessaire par les moyens de la guerre. De toute façon, ce sont leurs valeurs qu'il faudrait appliquer. Mais néanmoins, ils ne parlent jamais des déficiences de leur système politique qui a laissé passer des fraudes électorales, notamment dernièrement aux États-Unis et dans certains pays européens, que je ne citerai pas ici, permis des forfaitures à la Constitution, comme ça a été le cas en France en 2007, avec l'adoption par le Congrès du traité européen, refusé par le peuple lors d'un référendum à 58% des voix. Donc, par rapport à ça, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette disparité entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et puis, peut-on dire que le système occidental est-il si parfait que ça? Et qu'en est-il en Russie? Qu'est-ce que vous avez vu, vous, ici en Russie? Et les Russes, in fine, n'ont-ils pas le droit d'avoir un système politique qui correspond à leurs valeurs ancestrales et leur histoire? Écoutez, ce que je vais dire sera profond et peut-être prendra un peu plus de temps. Le système démocratique occidental a démontré ses limites. Quand je parle du système démocratique occidental, je parle de ce qui est appliqué en Europe et je parle de ce qui est appliqué aux États-Unis. Il a démontré ses limites.
Ce n'est pas à moi de venir présenter ces limites aujourd'hui aux Africains ou aux Russes. Tout le monde le voit. Maintenant, il y a que ce système est imposé au reste du monde. C'est là le problème. Un système qui lui-même échoue. Vous savez, je suis désolé de faire ce commentaire. La plupart des pays européens n'ont pas été construits dans la démocratie occidentale présente. Absolument. Quand on va prendre l'exemple de la France, on prend l'exemple de l'Allemagne, on prend l'exemple des autres pays européens, c'est pas cette démocratie-là, appliquée comme elle est aujourd'hui, qui a construit ces pays. Au contraire, cette démocratie, appliquée comme elle est appliquée, est en train de détruire ces pays. Absolument. Et on voudrait donc imposer aux Africains, comme on l'a fait depuis les années 50, un système politique qui ne marche pas. Vous savez, il faut le déplorer. Les Africains ont connu des systèmes de gouvernance avant les indépendances. Les Africains se gouvernaient. Tout se passait à merveille. Vous savez ce qu'on nous a imposé? L'esclavage. Ouais. On a pris des Africains forts, robustes, parce qu'à l'époque, il fallait construire l'Europe, il fallait construire l'Amérique, il fallait construire, je ne sais pas trop. On prenait des forts, on les transportait dans des navires. On les transportait par plusieurs moyens pour les amener construire l'Amérique et l'Europe. On les amenait même pour des guerres. Vous savez qui ont laissé en Afrique pour construire l'Afrique? Ceux qui n'avaient pas la force physique. Parce qu'à cette époque-là, il fallait des forts. Ouais. L'esclavage étant révolu, on a commencé à prendre des intelligences, des intellectuels en Afrique. On dit, quand vous avez tel niveau et telle moyenne, ça veut dire que vous avez accès, vous avez le droit d'aller étudier en Europe et en Amérique. On a commencé à prendre des intellectuels. En fait, ceux qui pouvaient avoir de la matière grise pour développer l'Afrique. Notez une chose, avant, pendant l'esclavage, on prenait des forts et on laissait des faibles, pour que eux, les faibles, construisent l'Afrique. L'esclavage révolu, on a commencé à prendre des intelligences, c'est-à-dire ceux qui pouvaient réfléchir pour construire l'Afrique, on les prenait, on les amenait et on laissait qui? Ceux qui étaient considérés comme, excusez-moi pour le terme, ce n'est pas une insulte envers mes concitoyens africains, mais on laissait des faibles intellectuellement, ceux qui étaient considérés comme des bêtes, des idiots. C'est eux qu'on laissait en Afrique. Et on disait, c'est vous qui allez construire l'Afrique pendant qu'on prenait les intelligences. On est allé plus loin. Lorsqu'on s'est rendu compte que même par ce canal de la prise des intellectuels, il peut avoir, n'est-ce pas, une révolution. On a créé donc ce qu'ils ont appelé l'attractivité, n'est-ce pas, des différents pays pour que les intellectuels africains eux-mêmes partent. C'est-à-dire, on a continué, commencé à appauvrir l'Afrique et montrer à ceux qui pouvaient réfléchir que vous n'avez pas votre place là-bas parce qu'en réalité, cette Afrique ne peut pas vous protéger, ne peut rien vous donner. Venez où se trouve l'or, le diamant et autres. Et pourtant, l'or et le diamant se trouvent sur le territoire africain. Absolument. Donc, on a essayé de modifier les valeurs africaines en faisant croire aux Africains que pour être important dans la société, il faut fréquenter dans des écoles européennes, américaines et autres. On a essayé de leur faire croire que pour être important dans la société, il faut se vêtir de veste, de cravate, avoir un immeuble, avoir des voitures, avoir des maisons, si vous voulez. Et par là, on a réussi à détruire certaines valeurs africaines et à montrer aux Africains ce que c'est que l'importance de l'homme. Et on a détruit des valeurs humaines africaines, des valeurs sociales africaines qui, ma foi, ont toujours permis aux Africains de vivre ensemble, d'avoir, n'est-ce pas, cette vie de partage entre Africains. Et là, mon cher, on a voulu dire aux Africains, c'est ceux-là qui restent, qui doivent construire. C'est pour cette raison que le système qu'on a voulu imposer au monde a été imposé donc à plusieurs pays africains parce qu'à la tête des États africains, dans le passé, ceux qu'on mettait là n'étaient que des personnes qui représentaient les intérêts de ces peuples occidentaux. Donc, si j'ai bien compris, il fallait donc que ces personnes puissent aller vers ce qui était
proposé comme modèle de gouvernance, qui est donc ce mauvais modèle de gouvernance occidentale, ce mauvais modèle politique occidental qui est la démocratie occidentale. Donc, je comprends, d'après ce que vous venez de dire, et je vous laisse continuer votre développement. Donc, les Russes ont tout à fait le droit d'envoyer balader toute personne qui voudrait leur imposer un système politique. Bien évidemment. Et est-ce que, le système politique est démocratique, enfin démocratique entre guillemets, il faut préciser. occidental, mais disons ce système de liberté et d'organisation politique en Russie, est-ce que cette autonomie et souveraineté que le pouvoir notamment le président Poutine, essaye de relier aux valeurs de la Russie profonde, aux valeurs de la Russie millénaire, est-ce que ne pourrait pas être justement un exemple, mais pour les Africains, mais qui veulent partir de leur histoire et de leurs valeurs. C'est ce que les Africains sont en train de faire présentement. C'est le message que nous passons, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les Africains veulent partir d'un maître à un autre. Il ne s'agit pas de cela. Ceux qui le disent nous affirment qu'ils étaient les maîtres de l'Afrique. Ils affirment, en fait, qu'ils étaient les maîtres. Mais ce que les Africains veulent, c'est avoir leur souveraineté, qui part de leur histoire, qui part de leur réalité, qui part de leur environnement. C'est ce que les Africains veulent aujourd'hui, et c'est ce que nous essayons de construire. Cette véritable souveraineté qui ne nous oblige en rien à dépendre de X ou de Y, mais à collaborer avec qui on veut, quand on veut et comme on veut. Donc, il faut noter que c'est aujourd'hui l'enjeu majeur. C'est pour cette raison que la venue, n'est-ce pas, d'un monde multipolaire n'est que quelque chose de bien pour les pays africains qui sont aujourd'hui de jour en jour en train d'affirmer non seulement leur véritable indépendance, mais qu'ils disent et qui ont compris que le système démocratique européen ou alors occidental, parce qu'il faut le dire, les Africains n'ont pas toujours vécu dans la dictature, contrairement à ce qu'on veut dire. Oui. Quand nous parlons du système... C'est ce qu'ils essayent de... Quand nous parlons du système démocratique occidental, les Africains ont toujours eu leur système démocratique à eux, qui tenait compte de leur histoire, de leur environnement et autres. Et c'est c'est vers là que nous sommes en train d'y aller. Et nous devons donc avoir cette liberté de laisser les peuples décider de ce qu'ils veulent pour leur pays, parce qu'il n'y a pas une règle. Et moi, j'ai vu que dans beaucoup de, pas uniquement en Afrique, mais dans beaucoup de pays, justement, l'engouement pour la personnalité du président Poutine, comme symbole, pas comme symbole, c'est justement le fait d'avoir dit que la Russie, en tapant du poing sur la table, que la Russie est un pays souverain. Le peuple ici est souverain, il choisit ce qui marche pour lui et ce qu'il voit en lui. Et toutes ces propagandes pour dire que c'est un dictateur, il a eu un résultat stalinien, dictatorial, stalinien, tout ça c'est du blabla parce que tout simplement, comme à l'accoutumée, et les hommes politiques et les médias occidentaux ne cherchent pas à comprendre les peuples. Ils sont dans la logique d'imposer leur modèle uniquement. Vous savez, les beaux discours aujourd'hui ne seraient pas suffisants pour illustrer ce qui se passe dans le monde. On nous a dit et on nous a prouvé qu'en Irak, il y avait un dictateur. On est allé imposer à l'Irak le modèle démocratique occidental. Les résultats sont là. Donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'on essaye. Il ne faut pas qu'on essaye de nous faire croire ce que nous n'avons pas vu ou ce que nous ne voyons pas. La Libye, on nous a dit et on nous a prouvé, parce que, écoutez, j'insiste sur le mot prouver. Oui. Parce qu'avant d'aller en guerre dans ces pays, on a ressorti les preuves en nous disant, voilà les chiffres, voilà les données de la dictature, voilà ce que le peuple vit. Le peuple est très mal à l'aise, le peuple a besoin d'autre chose, le peuple a besoin de la démocratie occidentale. Voilà la démocratie imposée occidentale en Libye aujourd'hui. Les preuves sont là. D'accord. Donc nous ne pouvons pas nous fier au discours ou alors nous contenter de ce qu'on nous a dit. Ouais. Vous comprenez la nécessité aujourd'hui des Africains d'aller vers l'information. Vous savez, il y a quelque chose de terrible
qui a toujours été fait. Et ça, c'est le mal qu'on a fait aux Africains, et je crois que nous sommes en train de le comprendre et de nous réveiller véritablement. On nous a coupé des véritables sources d'informations. On a appauvri le continent africain pour qu'il ne puisse pas investir dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le véritable quatrième pouvoir, c'est-à-dire les médias, la communication. On nous a préoccupés par des problèmes de guerre, des problèmes de santé. Parce qu'en réalité, on avait mis à la tête de nos chefs d'État des personnes qui allaient transformer l'économie générale africaine en une économie de consommation. C'est-à-dire dire et montrer aux Africains, c'est de l'autre côté que tout est bien. C'est de l'autre côté qu'il y a un meilleur système de santé. C'est de l'autre côté qu'il y a un meilleur système éducatif. C'est de l'autre côté qu'il faut faire des achats. C'est de l'autre côté qu'il faut faire ceci et cela. Conséquence des causes, on a eu plusieurs hommes d'affaires qui, ma foi, au lieu d'être des hommes d'affaires, étaient des grands commerçants. C'est-à-dire, ils achètent pour revendre, au lieu de créer des industries de transformation en Afrique. On a cru que, même pour les industries de transformation, il fallait faire appel uniquement à l'expertise occidentale pour nos différents pays. Encore des péchés. Mais là, plus grave, on nous a privés donc de ces moyens-là pour que nous puissions avoir nos propres instruments de communication. Mais tenez-vous tranquille. On nous dit qu'on ne peut pas communiquer à travers le triangle national, à travers le continent africain. Mais ceux qui nous le disent, ils communiquent sur notre continent. Ils sont ceux qui ont des FM, qui sont écoutés dans les taxis, dans les maisons, dans les villages. Mais comment nous, Africains, n'avions-nous pas la possibilité d'avoir, n'est-ce pas, ce même dispositif? De ce point de vue... Et là encore, vous voyez, vous allez vous rendre compte que c'est leur message qui est passé. C'est pour ça qu'ils peuvent nous dire tel système n'est pas démocratique et nous croyons. C'est pour ça qu'ils peuvent nous dire tel système c'est la dictature et nous croyons parce que ce sont eux qui véhiculent le message. Donc aujourd'hui, il est question pour les Africains de sortir de cela, de se dire ce n'est plus ce discours que nous avons besoin d'entendre. Nous avons besoin de voir et de toucher. Aujourd'hui, le monde nous permet d'être ci et là. Et alors, nous devons donner aux Africains ce qu'ils doivent écouter, ce qu'ils doivent comprendre et leur dire voici ce qui se passe dans le monde et voici comment l'Afrique doit marcher. D'accord. Alors, une dernière question pour cette première partie. C'est dans le même sens de ce que vous venez de développer en profondeur. Lorsqu'on regarde le mode de fonctionnement des systèmes politiques et électoraux occidentaux, il n'est pas difficile de constater une mainmise de l'argent sur tous les leviers, notamment médiatiques. Et de ce point de vue, les élections aux États-Unis, en France et ailleurs vendent une illusion de démocratie totalement contrôlée par les oligarchies et les barons de la finance. Alors, monsieur, en tant que spécialiste des médias, par exemple, et en tant qu'homme politique, parce que j'ai justement choisi cette question, vous avez les deux casquettes, comme on dit, en même temps. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce ça la liberté? Et puis, la place centrale d'un État fort, comme en Russie, ne pourrait, donc, garant du bien, garant de l'intérêt général et du bien commun, ne pourrait être, in fine, pas une bien meilleure solution que confier le pays à des oligarchies qui se partagent les profits? Écoutez, dans la démocratie occidentale, le pouvoir appartient à un groupuscule de personnes. Contre, si vous voulez, des millions de citoyens. C'est ça la démocratie occidentale. Et ce groupuscule de personnes fait croire aux autres que c'est leur voix qui compte. Leur voix compte. Et leur voix a compté. Et aujourd'hui, l'Afrique en général doit pouvoir s'inspirer des modèles qui marchent. Parce qu'en réalité, pourquoi la politique? Pourquoi faire la politique? Pourquoi accéder au pouvoir? Pourquoi? Si ce n'est pour le bien du peuple. Alors, si c'est pour le bien du peuple, il faut donc mettre sur pied des modèles politiques qui marchent conformément à l'environnement dans lequel on se trouve. Je ne saurais dire que le modèle russe doit être copié pour être appliqué en Afrique. Non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis, les Africains doivent pouvoir regarder les modèles qui marchent et pourquoi pas s'en inspirer. Absolument. Mais en tenant compte de leur réalité, de leur spécificité, de leur environnement. Ouais. Parce qu'en réalité, toute la bataille politique, c'est pour le bien-être du peuple. À partir du moment où il n'est pas pour le bien-être du peuple, alors il n'est pas une bataille politique.
Il est tout simplement une bataille d'intérêt pour un groupuscule de personnes ou alors pour ceux qui dictent la loi. D'accord. Et malheureusement, depuis longtemps, l'Afrique subit. D'accord. Et l'Afrique est en train d'arrêter de subir parce que l'Afrique a compris. Et l'Afrique est en train de poser donc les véritables jalons d'une véritable souveraineté qui permettront à l'Afrique de se développer convenablement. D'accord. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité Serge Espoir Motomba pour la seconde partie de notre émission. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Serge Espoir Motomba, premier secrétaire du Parti du Peuple uni pour la rénovation sociale au Cameroun. Serge Espoir Motomba, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. C'est moi qui salue le travail que vous faites pour l'Afrique. Surtout, et cet éveil de conscience, ce travail pédagogique, parce qu'il faut le dire, nous ne débattons pas seulement, nous ne discutons pas seulement des questions liées à la géopolitique ou à la géostratégie, mais c'est un travail pédagogique de conscientisation qui est fait et il ne profite qu'au continent africain et même au reste du monde qui veut la construction d'un monde multipolaire à marche. D'accord. Donc, c'est cette partie-là que nous allons traiter dans la seconde partie que j'intitule donc entre la légalité et la légitimité, que choisir? Et quid de l'Afrique dans ce schéma-là? Alors, ma première question. Entre le travail au résultat ascendant réalisé. Donc, c'est une constatation que personne, maintenant, on arrive à nier, y compris le FMI, qu'on ne peut pas soupçonner de velléité de, comment dirais-je, de relations avec la Russie. C'est même le contraire. Alors, entre ce travail-là, réalisé aussi bien en Russie que dans le monde, par le président Poutine, depuis son arrivée au pouvoir en 2000, et celui accompli par ses homologues occidentaux qui ont mené leur pays, le monde au désastre actuel, la différence, je crois, est plus qu'édifiante. Alors, ainsi se pose la question éternelle de la différence entre la légalité, c'est-à-dire du processus avec lequel on arrive au pouvoir, et puis la légitimité du gouvernant, qui est déterminé par le fait est-ce qu'il sert les intérêts du peuple ou non. C'est gouverner le peuple, pour le peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, ici, je rappelle justement, comme vous êtes un homme politique et médiatique en même temps... Politique, je ne suis pas un homme médiatique. Ouais. Je suis juste un promoteur de médias. Un promoteur. Donc, je rappelle Hitler et Mussolini, par exemple, sont arrivés grâce à des procédures d'une incontestable légalité. Mais ont-ils été légitimes comme dirigeants au regard de leur peuple et de l'histoire? Et puis, donc, le bien commun et l'intérêt général dans le cadre du principe fondamental du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, n'est-il pas réellement le seul vrai repère qui compte? Écoutez, il y a ces mots de légalité et légitimité qui ont été introduits dans le jargon politique, qui, ma foi, et à la fin ne veulent rien dire. Vous avez un peuple qui veut vivre dans les meilleures conditions. Vous avez le peuple qui fait le choix de ses dirigeants ou de son dirigeant. Vous avez les résultats qui parlent pour le dirigeant et pour le peuple. Pourquoi questionner la légalité, la légitimité? Vous voyez, c'est des mots qui sont mis à dessein dans le jargon politique pour essayer de qualifier certains dirigeants et quelquefois le travail qui est fait par ces derniers. On va vous dire quelquefois, ils travaillent bien, mais la légalité ne voudrait pas qu'ils restent. C'est quoi l'histoire? Voilà, exactement. Ils travaillent bien, mais la légalité ne voudrait pas. Ok, d'accord. Dès que la légalité a permis qu'ils partent du pouvoir, le pays se détruit. Ouais.
on fait entrer Monsieur Tout-le-Monde qui, lui, arrive par la légalité et ne parvient pas à satisfaire aux besoins du pays. Qu'est-ce qu'on veut à la fin? Est-ce un travail bien fait et assurer cette légitimité, ou alors rester dans ces jargons qui voudraient qu'on encadre le fonctionnement d'un État, des pays, par des mots introduits dans la sphère politique. Et encore là, ça fait partie des limites de ce qu'on pourrait appeler la démocratie occidentale. Vous avez la Russie aujourd'hui, qui pour ceux qui visitent la Russie, pour la première fois sont, tenez-vous tranquille, agréablement surpris. Pourquoi je mets le mot et je mets une emphase sur agréablement? Parce qu'en réalité, l'image qui est projetée de la Russie aux Africains depuis toujours, c'est un pays désordonné. C'est un pays qui n'a rien. Mal géré. C'est un pays qui est mal géré. C'est un pays qui est sale. C'est un pays qui est. Et vous voyez, quand vous arrivez pour la première fois, vous êtes sous le choc. Les infrastructures, la propreté, même le métro. C'est un musée, c'est le métro de Moscou. C'est un musée. Et vous vous dites, mais tiens, qu'est-ce que j'entendais depuis? Vous voyez le premier choc que vous avez. Et vous dites, mais c'est le coin, le pays qu'il faut visiter pour des vacances, pour du tourisme, pour du travail. C'est le lieu où il faut être. Mais ce n'est pas l'image qui a été projetée par les médias mainstream et qui passe en boucle. Parce qu'on vous dit même que dans ce pays, vous n'avez pas la liberté de circuler comme vous le voulez ou comme vous le souhaitez. Moi, l'expérience que j'ai en Russie, que je vais d'ailleurs partager avec plusieurs, c'est que quelquefois en route, quand un citoyen a l'impression que vous êtes perdu, il s'arrête, il vous pose des questions. Do you need help? Est-ce que vous voulez de l'aide? Et c'est à vous de lui dire non, je ne suis pas perdu. Non, je suis juste arrêté. Je regarde juste ça ou je regarde juste cela. Et vous voyez donc qu'il est fait à dessein ce discours de désinformation sur la réalité. Pourquoi ce discours de désinformation? C'est pour conduire à la validation d'un système de gouvernance qui est ce système démocratique occidental. Parce que si on dit que le travail réalisé par le président Poutine en Russie est un bon travail qui est adoubé, qui est apprécié par le peuple russe, alors ça remettrait en cause la légalité du système démocratique occidental. Et là, on se questionnera sur le système démocratique. On sortira du mot légalité et légitimité parce qu'il faut le savoir. Ce qu'on refuse aujourd'hui, le débat qu'on refuse, c'est le débat sur la démocratie occidentale. Et pour fuir ce débat, on doit utiliser des mots, des prétextes, des arguments qui viennent de tout, sauf de ce système-là qu'il faut questionner. Et c'est ce débat qu'il faut mener aujourd'hui. Parce que présenter la légalité, la légitimité pour détruire des peuples et des systèmes de gouvernance, c'est un problème. Est-ce que le président, le guide libyen, Muammar Kadhafi, avait la légitimité de diriger la Libye avec ce qu'on pouvait constater de la vie du peuple libyen? La réponse est oui. Mais comment a-t-on détruit cette légitimité populaire qu'il avait? On a inventé des concepts qui voulaient que, on vous crée une sorte de population qui n'est plus d'accord. On vous dit que non, ce n'est pas trop démocratique. Non, ce n'est pas pour la qualité de vie qu'avaient les Libyens avant. Ouais. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? D'ailleurs, tous les Libyens le regrettent maintenant. On essaye tant bien que mal, par des médiations. Bon, on a échoué, hein. Maintenant on a confié la tâche à Sassou Nguesso. On dit à Sassou, c'est toi qui conduis la médiation libyenne aujourd'hui, comme s'il était au cœur de la déstabilisation de la Libye. Vous voyez? On est allé imposer un système de légalité en Libye. On a essayé de construire une démocratie chimère de ce côté-là.
On a échoué. On a fini par abandonner les Libyens à leur sort. Et quand ça chauffe tellement comme c'est chaud, on dit non, c'est un problème africain, que les Africains règlent ça entre eux. La patate chaude, donc, on l'envoie au président Sassou Nguesso. On dit, tu conduis, si vous voulez, un groupe de réflexion sur la paix en Libye. Mais voyez-vous, qui sont ceux qui ont détruit ce qui se passait avant là-bas? Où sont-ils aujourd'hui? Pourquoi n'ont-ils pas continué jusqu'à réaliser leur projet d'imposition de la démocratie occidentale? Est-ce qu'avec tout ça, vous pensez que nous devons être dans un débat de légalité et de légitimité quand on sait que les peuples ne demandent que le bien-être? Les peuples ne demandent que les meilleures conditions de vie. Les peuples ne demandent que la vie, pas la survie. Mais en plus Vous de avez ça, l'Afrique. Mais en plus de ça, même la question de la liberté. Vous avez l'Afrique. C'est quoi la liberté dans la responsabilité? Vous avez l'Afrique qui est attaquée depuis plusieurs années. Parce qu'on pourrait appeler des groupes terroristes dont on ne sait pas leurs réelles revendications. On a essayé de faire passer ça par des revendications religieuses dont même les Africains, même ceux qui sont dans ces combats ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut préoccuper l'Afrique par des problèmes de sécurité. Tant que l'Afrique est préoccupée par des problèmes de sécurité, l'Afrique ne se préoccupera pas de son développement économique. Et comme ça, on imposera toujours un développement, une sorte de développement économique qui vient d'ailleurs. Parce qu'en réalité, les Africains seront préoccupés par des problèmes de sécurité. Donc, lorsque j'ai dit cela, où est-ce que je voudrais en venir? Vous avez l'Union africaine, qui, ma foi, à un moment donné, a dit « Nous avons besoin des moyens », ils ont d'ailleurs donné un chiffre, pour lutter contre le terrorisme en Afrique. Personne n'a pu mobiliser les moyens pour accompagner les pays africains à lutter contre le terrorisme. Ouais. Les pays subissaient. Les populations étaient tuées, si vous voulez, tous les jours. Mais personne n'a mobilisé les moyens financiers que l'Afrique demandait pour lutter contre ceux qui attaquaient les Africains. Mais on a vu une opération spéciale russe se mener en Ukraine, et Dieu seul sait les moyens financiers qui ont été mobilisés pour aider l'Ukraine à vaincre la Russie. Bon, je ne vous parle pas du résultat parce qu'il est visible. Et je rappelle aussi que dans ce contexte, que la Russie n'a pas refusé de venir dans un partenariat sécuritaire avec le Mali et d'autres pays du Sahel. Je ne vous parle donc pas des résultats parce que les données et les chiffres sont visibles aujourd'hui. En ce qui concerne ce qui se passe dans l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. Pour revenir dans le cas de l'Afrique que j'étais en train de développer, ce qu'on a fait vite de donner à l'Afrique, c'est ce qu'on a appelé des missions de maintien de la paix onusiennes. Vous avez pour le cas du Mali la MINUSMA, pour le cas de la Centrafrique, la MINUSCA, pour le cas du Congo, la MINUSCO, pour le cas de d'autres pays, la MINUS, qui n'en finissent pas. Sauf que, depuis plus de 20 ans, 30 ans pour certains, une dizaine d'années pour d'autres, ces missions, largement financées, parce que ces financements sont moins que ce que les pays africains ont demandé pour combattre ceux qui les attaquaient. Mais ces missions ont bénéficié des financements incroyables pour venir aider, entre parenthèses, les pays africains à résoudre les problèmes de sécurité. Vous savez ce que ces missions ont réussi à faire? Rien du tout. Elles ont réussi à stabiliser les zones de rébellion. Parce qu'en fait, elles se sont comportées comme des missions, des forces tampons. Elles se retrouvaient sur des territoires et l'armée régulière ne pouvait pas traverser ces territoires et les rebelles, entre parenthèses, ou alors ceux que nous appelons des terroristes, se trouvaient de l'autre côté. C'est-à-dire, ces rebelles renforçaient tout simplement leur position et les missions étaient des forces tampons où on ne pouvait pas traverser, l'armée régulière ne devait pas traverser et l'armée régulière se trouvait bloquée de l'autre côté. Des armées sans moyens, sans aide
financière, sans aide matérielle, plus grave, des armées sous embargo. Parce que le plus dangereux et la méchanceté qu'il faut dénoncer, c'est que nos pays en guerre, au lieu d'avoir des moyens d'accompagnement, étaient tout de suite des résolutions étaient votées à l'ONU pour mettre ces pays, ces armées sous embargo, sous prétexte qu'elles tuent, entre parenthèses, des populations et pourtant elles doivent défendre les citoyens. Vous voyez la méchanceté occidentale jusqu'à quel niveau et l'hypocrisie occidentale jusqu'à quel niveau il est allé. Alors, vous avez ces armées qui, à un moment donné, ont dit, on fait l'État, les bilans. Et on dit, mais nous sommes attaqués de part et d'autre. Personne ne vient à notre secours. Ce qu'on nous dit, c'est que vous avez besoin du soutien logistique, vous avez besoin du soutien technique, vous avez besoin du renseignement. Mais à qui servait ce renseignement? Et plus grave, on dit, vous avez besoin de la présence des armées étrangères pour vous aider parce que vos armées n'ont pas d'expérience. Mon Dieu. Justement, nos armées avaient juste besoin d'être accompagnées pour venir à bout de ce qui se passait. Bon, après cela, après les bilans faits, certaines armées africaines, certains dirigeants ont décidé de solliciter l'apport, n'est-ce pas, dans la coopération militaire avec la Russie, l'apport technique et l'apport du soutien russe. Les résultats sont là. Prenons des cas. On peut les citer. En République centrafricaine, le territoire centrafricain qui était contrôlé par des rébellions à plus de 77%, aujourd'hui est repris par l'armée à plus de 97%, est contrôlé par les FACA, le pays, le gouvernement centrafricain. Au Mali. Le Mali, oui. Au Mali, les territoires Kidal et autres, et bien d'autres, parce que les rébellions étaient aux portes de Bamako, il faut le dire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a eu des coups de force militaires. Parce que ces soldats arrivés au pouvoir ne sont pas arrivés au pouvoir du fait de leur simple volonté. C'était des soldats de front. C'était des soldats qui étaient sur le terrain de bataille et qui ne demandaient que des moyens pour combattre et n'en recevaient pas. Et on a décidé de prendre le pouvoir pour arriver à bout de ces rébellions. Justement. Et lorsqu'elles sont arrivées, permettez-moi de continuer de chuter. Et lorsqu'elles sont arrivées, vous voyez aujourd'hui au Mali, quel est le pourcentage du contrôle du territoire. Justement, je par pose juste l'État ma question. malien. Je pose juste ma question et je vous laisse continuer. Alors, justement, dans l'occasion de cette élection présidentielle, avec la réélection, en Russie, je veux dire, avec la réélection de Vladimir Poutine à 87,29%, les Russes ont envoyé un signal on ne peut plus clair, aussi bien sur le plan intérieur qu'externe, qu'ils ont choisi l'unité, la stabilité et la continuité en donnant carte blanche au président Poutine. Alors, comment voyez-vous cet aspect dans le développement futur, justement, et le renforcement du front interne dans toutes les dimensions politiques, économiques, industrielles et sociétales, et la marche du plan externe, sur le plan externe, vers l'édification d'un monde multipolaire et juste et plus humain, profitant à tous les pays du monde. Est-ce qu'on est aussi dans la continuité avec la réélection du président Poutine? Je vais chuter d'abord en disant qu'aujourd'hui, avec la coopération de certains pays africains, avec la Russie, on a pu voir que les terroristes ont décampé. Ils ont presque disparu. Comme par enchant, comme bizarre, par magie, on ne sait plus où ils sont passés. Parce que les armées ont eu beaucoup de force, ont de la force aujourd'hui et contrôlent désormais les différents territoires. Maintenant, pour revenir sur un petit commentaire sur votre question, ou alors un élément de réponse. Ce qui s'est passé durant les 3 jours des élections en Russie confirme quelque chose de simple, pas difficile à comprendre. Les Russes disent au président Poutine, nous validons ton calendrier géostratégique. Nous validons ton calendrier militaire. Nous validons ton apport économique pour notre pays. Renforce les relations avec les pays dans le monde entier pour affirmer et pour garantir notre souveraineté à nous, les Russes, parce que c'est en fait ça.
la force de l'Afrique sera la force de la Russie demain. La force de la Russie sera la force de l'Afrique demain. Si l'Afrique est forte, la Russie sera forte. Voyez-vous, je vais vous prendre une petite illustration. Dès que l'opération spéciale militaire russe commence, il y a tout de suite un vote aux Nations Unies qui est appelé. Absolument. On sait que les Africains vont voter en faveur de la position occidentale, comme ça a toujours été le cas. Coup de surprise. Les Africains s'abstiennent pour la plupart. D'autres décident de ne même pas aller au vote. La Russie sort forte. La Russie sort gagnante. Donc aujourd'hui, on a besoin d'une Russie forte pour avoir une Afrique beaucoup plus forte. Et c'est dans l'intérêt de la Russie, n'est-ce pas, d'accompagner l'Afrique. Pas en tant que nouvel État ou alors nouvelle force coloniale, mais non, mais en tant que partenaire stratégique. Et je crois pour ma part que plusieurs Africains l'ont compris et commencent déjà à tirer le bilan de la coopération avec la Russie. Parce qu'il n'a pas fallu attendre 10 ans pour faire ce bilan. Même 5, on n'a pas eu besoin d'attendre. Les résultats, ils sont là, ils sont parlants. Contrairement à 50 années de partenariat avec les autres, à 30 ans de partenariat avec les autres, à 20 ans de partenariat avec les autres, les résultats sont là. Donc, je crois que le renforcement de la coopération bilatérale entre la Russie et l'Afrique sera tout simplement quelque chose de bien pour la construction et la solidification du monde multipolaire. Pas uniquement pour les deux États. Donc, ce renforcement sera quelque chose. Et les résultats des élections russes aujourd'hui, donnant le feu vert ou la confiance au président russe, ne sont qu'à saluer. D'accord. Alors, je vais continuer dans le même élan concernant l'Afrique. Alors, depuis des années, le président Poutine n'a cessé de défendre une relation de partenariat égal à égal et gagnant-gagnant avec les pays africains. Il l'a confirmé encore une fois lors du sommet Russie-Afrique l'année dernière à Saint-Pétersbourg, affirmant à chaque fois que la Russie est prête à transférer les technologies dont elle dispose aux pays africains qui les désirent. Toutes les technologies sans exception. Et en effet, et pour cause, actuellement, une centrale nucléaire de 4 réacteurs est en construction en Égypte. Elle va fournir près de 50% de l'électricité du pays. Et des pays comme le Burkina Faso, le Mali, sont également intéressés par le nucléaire civil russe. Et plusieurs pays africains ont déjà des accords dans le domaine spatial avec la Russie, en plus de la coopération dans le secteur agricole. Alors, on ne peut qu'être d'accord avec vous que l'élection du président Poutine donne une sorte d'aspect même international à l'élection russe, parce que cela veut dire que on serait certainement dans la continuité. Alors, comment voyez-vous le futur des partenariats dans le contexte de la réélection de Poutine pour un nouveau mandat de 6 ans avec l'Afrique? Ce que je vois, c'est que les partenariats doivent être renforcés. Ils ne doivent pas rester, je sais qu'ils ne le sont pas, mais les partenariats les plus en vue présentement sont les partenariats de coopération militaire. Ils doivent aller plus loin. Ils doivent aller dans des partenariats éducatifs, des partenariats de formation, des partenariats économiques, parce qu'aujourd'hui, ce que l'Afrique veut et ce que l'Afrique doit faire, c'est se lancer dans ce que nous pouvons appeler une véritable économie dynamique, qui n'est pas une économie de consommation uniquement. Et quand on parle d'une économie dynamique, on parle d'une économie qui part de la production à la transformation jusqu'à la distribution. Donc c'est là l'enjeu aujourd'hui. Les Africains doivent pouvoir transformer ce qu'ils produisent, consommer ce qu'ils produisent et, n'est-ce pas, distribuer ce qu'ils produisent. Parce que l'Afrique, nous n'avons cessé de le dire, c'est le berceau de l'humanité. Qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas seulement sur le plan étymologique,
ce n'est pas seulement sur le plan ancestral, Historique. ce n'est pas sur le plan historique tout simplement, mais c'est la mère nourricière aussi de plusieurs continents dans le monde. Donc l'Afrique, au-delà de produire, consommer les produits africains, doit pouvoir continuer, nourrir le reste du monde, sans que ce ne soit dans cet aspect qui aujourd'hui est fait du gagnant-perdant, que ce soit dans un aspect de volontarisme partenarial qui pousse donc les Africains à dire, nous, comme vous avez besoin de tels produits venant de l'Afrique, nous vous le donnons, nous vous le vendons, nous vous l'envoyons, sans que ce ne soit arraché de force par des faux contrats, par des mauvais contrats, et revendu aux Africains, sans que ce ne soit comme ce que nous vivons présentement. Donc voilà, il doit y avoir un renforcement de la coopération sur le plan de la formation, de transfert de technologie. De transfert de technologie, est-ce qu'il y a vraiment ce qu'on appelle transfert de technologie? Je ne sais pas trop. Mais ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où il y a une véritable formation sur la formation, la technologie s'acquiert. Et les Africains, d'ailleurs, qui sont nombreux dans la diaspora, qu'elle soit russe, qu'elle soit américaine, qu'elle soit européenne, qu'elle soit africaine, les Africains sont partout. Et ces Africains, donc, doivent aujourd'hui comprendre les enjeux et se mettre au service réel de l'Afrique. Parce que plusieurs ont acquis même des expériences. Plusieurs ont des expériences qui sont, ma foi, profitables pour l'Afrique aujourd'hui. Il faut donc que nous passions à la phase d'implémentation. L'Afrique n'a plus besoin d'être ce continent qu'on traite de pauvre, et pourtant il est le continent le plus riche. De par sa ressource humaine, de par ses matières premières, de par son environnement, de par son climat. Vous voyez, nous sommes en Russie aujourd'hui. Dès que je vais sortir de votre studio, je serai obligé de porter un manteau parce que le degré du froid ne sera pas clément envers moi. Mais en Afrique, même quand il pleut, je suis dans la chaleur. Je ne voudrais pas dire que c'est un climat qu'il faut adopter, mais je pense que quelquefois, nous devons aussi l'exporter pour l'envoyer un peu ailleurs, parce qu'on voit un peu la joie qu'il y a à vivre en été, un peu partout dans les pays, comme la Russie, comme les États-Unis, comme l'Europe. On voit la joie qu'il y a à vivre, et je crois que nous devons aussi un peu vous envoyer cela quelquefois. Pourquoi pas, dans le cadre d'un tourisme extrêmement développé entre ces différents pays. Bien. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Chers espoirs, Serge Espoir Motomba, je vous remercie pour tous ces éclairages et j'espère vous retrouver dans quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie et c'est moi qui remercie ce que vous faites pour le continent. Je note en passant que j'ai en face de moi un véritable Africain dans l'âme et dans la chair. Ouais. Et il faut féliciter ce qui est fait aujourd'hui par les Russes pour l'Afrique. Et il faut que la coopération entre l'Afrique et la Russie reste une coopération saine qui profite tant à l'Afrique comme à la Russie. D'accord. Et ce n'est que pour le bien des Africains que nous sommes et pour le bien de l'Afrique. D'accord. Merci. C'était Serge Espoir Motomba, premier secrétaire du Parti du Peuple uni pour la rénovation sociale au Cameroun. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj. Merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.